Au début du XXe siècle, la Chine apparaît encore comme un État archaïque et soumis aux puissances étrangères. Contrairement au Japon, qui a connu à la fin du XIXe siècle une révolution autant sur le plan économique que politique, la Chine est restée en arrière. En effet, les empereurs de la dynastie Qing ont empêché toute transformation de l'empire. Cependant, la société chinoise est traversée de nombreux mouvements et d'idées qui rendent des réformes inévitables. Mais celle-ci arrive trop tard pour empêcher la révolution de 1911. Nous allons donc nous intéresser aux différentes causes de cette révolution, à son déroulement, puis à ses nombreuses conséquences. Les causes de la révolution de 1911 sont nombreuses et diverses. Elles concernent presque toutes les classes sociales et c'est leurs forces convergentes qui permettent la mise en place de la République. Parmi ces causes, il y a la misère des classes populaires chinoises, c'est-à-dire de la paysannerie traditionnelle, mais aussi des ouvriers. La paysannerie, soumise à de grands propriétaires fonciers, voit sa situation empirer au début du XXe siècle. En effet, la petite industrie rurale, qui lui assurait un complément de revenus, reflue face au développement de la grande industrie urbaine. Ainsi, les révoltes agraires se multiplient après 1900. Les ouvriers, quant à eux, sont de plus en plus nombreux dans les villes en raison de l'exode rural, mais ils subissent de mauvaises conditions de vie et leur salaire baisse de près d'un tiers entre 1900 et 1913. L'autre cause économique, c'est celle de la présence et du contrôle étranger dans l'économie chinoise. Cette présence se heurte à une nouvelle élite urbaine chinoise, or celle-ci est désavantagée par les privilèges accordés aux étrangers. Mais cette même élite s'occidentalise, le port du costume est de plus en plus fréquent et certains étudiants vont jusqu'à couper leur natte traditionnelle. Cette occidentalisation de la société chinoise a été permise par l'émergence de la presse à la fin du XIXe siècle, mais aussi aux nombreux étudiants qui partent étudier au Japon, aux États-Unis ou encore au Royaume-Uni. Enfin, cette révolution a des causes plus politiques. La plus évidente, c'est la montée du nationalisme chinois. Or, la dynastie impériale est une dynastie mandchoue. Elle est donc vue comme étrangère par la population chinoise majoritaire dans l'empire. L'autre cause politique de la révolution de 1911 est aussi liée à la dynastie. En 1908 meurt l'empereur Guangxu alors qu'il avait commencé à réformer l'empire. L'héritier est un enfant de 3 ans. Son père, le régent, tente de revenir sur les réformes qui avaient été accordées. Cela ne fait qu'augmenter l'agitation en Chine. Le 10 octobre 1911, la révolte de Wuchang éclate. La garnison militaire de Wuhan se soulève en soutien aux révolutionnaires. Le soulèvement se répand très vite aux autres provinces du sud de l'empire. Face à cette situation, le régent fait appel à Yuan Shikai. Celui-ci est un militaire et un réformateur important qui l'avait exilé de la cour. Mais au lieu de combattre les révolutionnaires, Yuan Shikai se pose en arbitre. Il entame même des négociations avec eux. À Pékin, pris de panique, le régent accepte toutes les revendications de l'Assemblée consultative. Mais la situation est déjà perdue. La plupart des provinces de l'Empire ont déjà pris leur indépendance et sont favorables à la mise en place d'une république. Le 29 décembre 1911, les délégués de ces provinces se réunissent et choisissent pour président de la République Sun Yat-sen. C'est un révolutionnaire de longue date qui avait été exilé suite à un putsch raté. Yuan Shikai comprend que la dynastie des Qing est perdue. Il pousse donc le régent et l'empereur à abdiquer en février 1912. Il obtient les pleins pouvoirs sur les provinces du Nord, encore fidèles à Pékin. Les risques d'une guerre civile ou d'une nouvelle intervention étrangère sont très fortes. Pour éviter une telle catastrophe et assurer l'unité du pays, Sun Yat-sen décide de se retirer. Yuan Shikai devient donc président de la République chinoise. Celle-ci unifie donc désormais tout l'ancien empire. La disparition de la dynastie mandchoue et du régime impérial semble donc définitive. Une constitution républicaine est adoptée et des élections parlementaires doivent avoir lieu. Ces élections sont gagnées majoritairement par le Kuomintang, le parti nationaliste chinois. Ce parti, c'est celui des révolutionnaires du Sud, proche de Sun Yat-sen. La République chinoise est dotée d'une presse libre, d'assemblées locales élues et d'un parlement national. Cependant, la tradition d'un exercice autoritaire du pouvoir ne s'est pas achevée avec la chute de l'empire. Yuan Shikai maîtrise parfaitement l'administration chinoise dont il a été l'un des plus hauts fonctionnaires. Il est en plus opposé au Parlement et à son fonctionnement en factions opposées. Il estime effectivement que l'autorité ne doit venir que d'une seule source.
C'est pourquoi il fait assassiner un nouveau leader révolutionnaire, après quoi il décide simplement de supprimer le Parlement et les assemblées locales en 1913 et 1914. Mais l'élan dictatorial de Yuan Shikai ne s'arrête pas là. En 1915, il va jusqu'à s'autoproclamer empereur, ce qui crée très vite une grande agitation et des résistances dans les provinces. Il doit finalement se retirer du pouvoir en 1916, quelques mois avant de mourir de maladie. En conclusion, on peut dire que sur le plan politique, la révolution a réussi. L'empire a été renversé et le nouveau pouvoir essaie de moderniser les institutions. Mais elle a échoué sur presque tous les autres. L'économie chinoise est encore plus dépendante des capitaux étrangers et la situation des ouvriers et des paysans chinois ne s'est pas améliorée. En plus de ça, la période des troubles politiques est loin d'être terminée.